suite de notre chapitre sur les régulateurs industriels, nous allons parler dans ce chapitre des fonctions de transfert des correcteurs, donc des régulateurs proportionnels, proportionnel intégral et proportionnel intégral dérivé. Donc voici comment se présente le schéma bloc d'un correcteur. On a en entrée le signal d'erreur E de P et en sortie la grandeur réglante qu'on a appelée soit Y soit out. Et donc le but de ce chapitre, c'est d'établir la fonction de transfert du correcteur qu'on va appeler C de P, C pour correcteur. Par définition de fonction de transfert, c'est toujours le lien entre la sortie et l'entrée. Alors quel est le but de chercher ces fonctions de transfert? C'est donc de pouvoir étudier le comportement des corrections seules, dans ce chapitre-ci, mais aussi dans un chapitre suivant qui va être l'analyse harmonique. On va pouvoir comprendre les termes techniques qui sont présents dans les documentations fournies par les constructeurs. Et ensuite, on va pouvoir aussi, dans un chapitre ultérieur, étudier le comportement de toute la chaîne de régulation, boucle ouverte et boucle fermée. Donc, nous avons précédemment fait des identifications de procédés. Donc on avait groupé le préactionneur, l'actionneur et le process et même le capteur dans une fonction de transfert qu'on pourrait appeler G de P, qui lie en fait la sortie du régulateur et la sortie qu'on a matérialisée par S, mais qui représente en fait la mesure. Donc cette fonction de transfert, on l'a obtenue par les équations différentielles ou par une méthode d'identification, par exemple via un fichier Excel d'un relevé de mesure. Et en amont de cette fonction de transfert, on va avoir la fonction de transfert du correcteur, ici C de P. Et on pourrait très bien grouper ces deux fonctions de transfert et en faire une qu'on va appeler H de P, qui est en fait la fonction de transfert de toute la chaîne ouverte, et donc qui est la multiplication de C de P et de G de P. À ce moment-là, on a un schéma bloc qui est réduit, qui ne comprend plus qu'un bloc, H de P, avec en entrée le signal d'erreur et en sortie la mesure. Donc voilà pour l'intérêt de pouvoir calculer les fonctions de transfert des différents correcteurs. Commençons avec le régulateur proportionnel. Donc, rappelons que l'algorithme de calcul de la sortie d'un régulateur proportionnel est simplement à une constante près l'erreur. Cette constante, c'est le gain du régulateur qui est un des paramètres de régulation. Si on passe en transformé de Laplace, par convention, on transforme les minuscules en majuscules, la variable t du temps en variable de Laplace p, et on obtient cette équation qu'on peut transformer pour avoir sortie sur entrée et avoir ici l'expression de la fonction de transfert qui est un simple gain k. Donc très facile pour ces régulateurs p. Un peu plus compliqué, c'est la fonction de transfert d'un régulateur proportionnel intégral. Alors, quelle est cette fonction de transfert d'un PI mixte? Alors, je vous rappelle que l'algorithme de calcul d'un PI mixte est celui-ci, avec le gain qui joue aussi bien sur la correction proportionnelle que sur la correction intégrale. Alors, c'est un bon exercice de calcul de transformé de Laplace, donc je vous invite à passer dans le domaine de Laplace et chercher ce rapport entre la sortie et l'entrée. Alors si on corrige, voici ce qui se passe. Donc on passe en transformé de Laplace, voici l'expression, simplement les minuscules en majuscules, et l'intégrale devient 1 sur P. Okay. Ensuite, on met en évidence le signal d'erreur E de P. Ensuite, on va mettre au même dénominateur sur TIP et on obtient cette expression. On va faire le rapport entre la sortie et l'entrée et obtenir cette expression qui est la fonction de transfert d'un PI mixte. Alors, voyons sur Scilab ce que ça donne. Donc,
Les schémas blocs suivants illustrent deux façons de représenter un régulateur pays mixte. Vérifier l'équivalence des schémas en simulant la réponse. Donc ce que je vous propose, c'est de passer sur Scilab et de transformer notre régulateur pays mixte qui est ici, où on voit bien que le gain il vient agir sur l'erreur et aussi sur l'intégrale. Et on vient de voir que la fonction de transfert d'un pays mixte, elle pouvait s'exprimer par cette expression, et donc on pourrait remplacer tout ce bloc-là par un seul, où le gain ici K est 0,4, 20 multiplié 1 plus TIP, donc TI on a choisi 350 secondes, donc ça devient 1 plus 350 fois P, divisé par TIP, donc divisé par 350 fois P. Donc si notre calcul précédent est correct, eh bien ces deux schémas blocs ici devraient donner exactement la même réponse. Donc on a mis des graphiques aussi bien sur la sortie du régulateur que sur la mesure, donc les deux devraient donner la même chose puisque c'est le même système. Donc passons sur Scilab. Voici. Alors, si vous voulez représenter exactement la même chose que ce fichier, donc on a mis ici une consigne A20. On a affiché le graphique sur 7200 secondes. Donc voilà ce que ça va donner. Donc on voit que ici en sortie régulateur, on a exactement la même courbe. Et ici au niveau de la mesure, on voit qu'on a deux courbes tout à fait équivalentes. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas eu d'erreur, que cette expression-ci est bien la fonction de transfert d'un pays mixte. Et donc on peut même, c'est même plus facile que le schéma précédent, puisqu'il n'y a pas de déviation, de dérivation, je vais dire. Tout se fait en un seul bloc. Donc voilà la preuve que ça fonctionne, ce pays mixte exprimé sous cette forme. Revenons à la présentation. Voyons maintenant la fonction de transfert d'un régulateur proportionnel dérivé mixte. Donc de nouveau, on part de l'algorithme de calcul de la sortie d'un régulateur proportionnel dérivé mixte. Donc le gain vient multiplier la correction dérivée. Donc de nouveau, c'est un bon exercice de transformer de la place. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause et de faire vous-même le calcul pour trouver la fonction de transfert de ce régulateur. Alors, si on corrige, on passe en transformer de la place, ce qui donne ceci. Donc je vous rappelle que ça fait partie des formules à retenir. La dérivée, transformer de la place d'une dérivée, c'est P fois E de P qu'on multiplie par le coefficient TD, qui est le paramètre de réglage de la dérivée. Si on met en évidence E de P de nouveau, on obtient ceci. Et si on fait le rapport de Y sur E, on obtient la fonction de transfert ici, K fois 1 plus TDP. Alors, pour une action dérivée seule, si on n'avait pas de proportionnel, alors disons-le tout de suite, un régulateur dérivé seul n'existe pas. Il est toujours associé au moins à la proportionnelle, mais dans les documentations techniques, on va voir que parfois on retrouve de façon isolée la correction dérivée sous cette forme-ci. Donc à ce moment-là, si j'enlève la proportionnelle, ça donne ceci. Si je passe en transformer de la place, voici. Et la fonction de transfert se résume à TD fois P. Donc voilà pour la fonction de transfert d'un régulateur proportionnel dérivé mixte. Point suivant, régulateur avec action D filtrée. Alors il y a beaucoup de choses à savoir sur cette dérivée. Donc on a dit que le régulateur le plus fréquemment utilisé en industrie, c'était le proportionnel intégral. Et que la dérivée, bien souvent, on la met de côté. Alors, ça peut être pour une bonne raison, c'est qu'elle n'apporte rien. Mais ça peut être aussi parce qu'elle amène des soucis que, peut-être par manque de connaissances sur la dérivée, on n'arrive pas à éliminer. Donc il y a beaucoup de techniciens,
de régleurs qui, par défaut, étant donné qu'avec un pays, on arrive à ce qu'on veut, on arrive à notre consigne, eh bien, ils s'abstiennent de mettre la dérivée parce qu'elle engendre certaines problématiques. Et donc, pour ne pas avoir de soucis, on se contente d'un pays. C'est un peu dommage parce que, dans certains cas, la dérivée, elle amène vraiment une plus-value à notre régulation. Donc, voyons les différents soucis qui peuvent survenir avec la correction dérivée. Il y a pas mal de choses à dire et voyons comment on peut les solutionner. Alors d'abord, si on regarde des documentations techniques qui viennent ici des automates Allen Bradley, et ici c'est une documentation, un extrait de documentation technique qui vient des automates Siemens, donc une documentation trouvée sur TIA Portal. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Eh bien, d'abord il faut déjà comprendre que ce terme-ci, cette fonction de transfert ici, en fait c'est la dérivée. C'est la dérivée parce qu'on retrouve ce qu'on a vu juste avant. Hein. Donc si vous regardez ici la fonction de transfert de la dérivée, seule, c'est TD fois P. Et vous la retrouvez ici, TD, simplement ils ont mis tau à la place de T, mais c'est la même chose, hein, TD fois P. Donc je vous rappelle que les Américains utilisent plutôt la lettre S que P pour la variable de la place. Ici, vous retrouvez aussi ce terme-ci chez Siemens, TD fois P. Okay. W moins X est en fait l'erreur. Donc on retrouve la dérivée dans les documentations. Mais il y a une différence avec ce qui vient d'être vu, puisqu'on a vu qu'ici que la dérivée, finalement c'était juste TD fois P, et on voit qu'ici il y a une différence, il y a un dénominateur qui vient s'ajouter. Alors étudions un peu ce dénominateur, à quoi il correspond et à quoi il sert. Alors, si on isole cette partie de correction dérivée, on voit que on peut séparer la fonction de transfert de la dérivée seule telle qu'on l'avait étudiée juste avant. On peut séparer le numérateur et le dénominateur et faire TD fois P ou fois S fois 1 sur 1 plus une constante, on va dire, fois S. Même chose ici chez Siemens, simplement, ils ont d'autres façons de noter les choses. Donc ici, on voit qu'ils mettent comme coefficient du STD divisé par DG, et ici, ils ont un seul coefficient qu'ils vont appeler A. Mais en gros, ça signifie la même chose. Alors, si on regarde ce terme-ci, eh bien, on peut se rappeler du chapitre qu'on a vu sur les premiers ordres, parce que finalement, ça n'est jamais qu'un premier ordre. Les premiers ordres, on a vu qu'ils étaient caractérisés par une fonction de transfert, gain statique divisé par 1 plus tau P. Et donc, ici, on a affaire à un premier ordre qu'on a mis avec la fonction de transfert dérivée. On a ajouté visiblement simplement un premier ordre, dont le gain statique est 1 et dont la constante de temps est configurable. Donc, DG est en fait un paramètre qu'on peut régler. Donc, le A chez Siemens, le A est un paramètre qu'on peut régler en même temps que le TD, évidemment. Par contre, le gain statique ici de ce premier ordre qui a été ajouté à la correction dérivée, vous ne pouvez pas le changer, c'est forcément 1. Alors, donc finalement, si on regarde la vraie fonction de transfert d'un correcteur dérivé, tel qu'il est implémenté dans les régulateurs numériques, donc Automates, Allen Bradley, Siemens et même les autres aussi, hein, donc on voit que en plus de la dérivée ici, on a ajouté ce qu'on va appeler un filtre du premier ordre. Donc on va voir après à quoi il sert et pourquoi il s'appelle filtre. Mais en tout cas, on comprend que par rapport à cette dérivée, on a ajouté un premier ordre configurable. Hein, la constante de temps ici est configurable par un coefficient qui est à notre disposition. Donc, fonction de transfert du correcteur PID mixte implémentée dans les régulateurs numériques, c'est celle-ci, si on rajoute toutes les corrections, donc proportionnelle, intégrale et dérivée. Donc par rapport à ce qui avait été vu juste avant, on a vu que le TDP, c'était la correction dérivée. Il faut maintenant ajouter ce filtre du premier ordre, 1 plus TD divisé par N fois P. Donc de façon à être générale, de ne pas correspondre à la documentation Siemens ou à Allen Bradley, j'ai mis ici un coefficient N de façon à être générale. Alors maintenant, voyons à quoi sert ce filtre du premier ordre. Alors pour cela,
On va examiner la sortie de la correction dérivée à une entrée sous forme de rampe. Par exemple, on a vu qu'une rampe, on peut avoir une rampe d'erreur à un moment donné où la température décroît linéairement. On ouvre une porte, on ouvre une fenêtre et on a la température qui décroît. On avait déjà fait un exercice sur ce point-là. Et donc on peut avoir à un moment donné une rampe d'erreur. C'est d'ailleurs à ça que sert la dérivée, c'est à permettre à rattraper l'erreur rapidement sur une pente d'erreur. Donc voici un premier schéma bloc qui est la dérivée simple, et ensuite dérivée simple, mais on a ajouté à ça le filtre du premier ordre, donc 1 sur 1 plus TD divisé par DG fois S. Donc là j'ai pris la notation Alan Bradley, ce qu'ils appellent le derivate gain, qui est un paramètre réglable. Donc on va passer sur Scilab et on va voir la comparaison entre les deux réponses. Je vais d'abord fermer tout ce qu'on a fait auparavant. Voilà, ce schéma-ci, on n'en a plus besoin. Alors, lançons, donc je vous invite à réaliser le schéma sur Scilab, à mettre une pente ici de 10, une pente de 10, avec une valeur de temps de départ à 5 secondes. Donc même chose ici. Le TD dans ma simulation, je l'ai mis à 2 secondes et le gain dérivé, ce qu'ils appellent le gain dérivé, je l'ai mis à 1. Donc ça veut dire qu'ici, en réalité, on a 1 plus 2 fois S, simplement. On pourrait remplacer par des valeurs chiffrées. Et ici, on a un 2, et ici, on a un 2 également. Alors, voici la comparaison des deux réponses. Donc ici, une correction dérivée sans filtre, et ici, une correction dérivée avec filtre. Donc que se passe-t-il si on a une erreur qui subit une modification avec une pente constante de 10 unités? Eh bien, on voit que la dérivée d'une droite de pente 10, forcément c'est 10, qu'on multiplie par 2. Donc, on a ici un échelon de 20 unités. Donc, on a une correction très rapide, très brutale, instantanée de la sortie régulateur partie dérivée. Donc, en une fraction de seconde, on monte de 20 unités. Donc forcément, ça va provoquer un à-coup sur la sortie du régulateur. On voit que grâce au filtre, eh bien cet à-coup, il est lissé, on va dire. Il est diminué, puisque cette fois-ci, on passe de 0 à 20, mais en suivant une courbe du premier ordre. Donc vous voyez, c'est l'intérêt de ce filtre, c'est de ne pas répercuter instantanément et brutalement une pente d'erreur sur la sortie, mais le faire de façon beaucoup plus douce. Alors, on peut régler le temps que va mettre la correction dérivée à atteindre ces 20 unités. Donc on se souvient des caractéristiques des premiers ordres, on sait qu'après une constante de temps, on atteint 63% de la valeur finale. Donc si ici, eh bien, je regarde les valeurs chiffrées, donc Start Data Type Manager, je sais que j'ai une constante de temps de 2 divisé par 1, donc de 2 secondes. Ça commence à 5, donc je vais regarder à 7 secondes. Voilà, j'y suis à 7 secondes. J'ai une valeur à peu près de 12,8 qui représente en fait les 63% de 20. Sur 10, ça ferait 6,3. 6,3 fois 2, ça fait 12,6. Il y a bien sûr une petite erreur puisqu'on n'a pas tous les temps. Donc vous voyez ici, on est à 12,6. Donc voilà, on retrouve bien nos caractéristiques d'un premier ordre. Donc si on a une pente d'erreur, ça va se répercuter sur la sortie, mais plus doucement. Il faudra attendre 3 constantes de temps pour arriver à 95% de 20. Il faudra attendre une constante de temps pour arriver à 63% de 20. Donc vous avez la possibilité de régler le temps que ça va mettre pour répercuter toute la correction dérivée finale qui sont les 20 ici. Donc vous pouvez le faire beaucoup plus doucement qu'avec cette variation brutale sous forme d'échelon.
Donc voilà un premier intérêt de la dérivée. Donc, c'est de ne pas répercuter une pente d'erreur immédiatement sur la sortie, mais de façon plus douce. Donc, pour votre rapport, pour votre cours, voici les indications, voici les conclusions qu'on peut en tirer. Alors, continuons et examinons la sortie de la correction dérivée, une entrée sous forme de sinusoïde haute fréquence. Alors voici, je vous avais parlé qu'il y avait plusieurs problématiques à la dérivée. Donc on voit qu'on vient d'en voir une qui est une répercussion brutale sur une modification de l'erreur. Et en voici une autre, c'est que d'où provient-elle? Elle provient en fait de bruit qui existe sur les mesures analogiques. Alors, c'est quoi ce bruit? Vous pouvez le voir ici. Le bruit, ce sont toutes ces petites oscillations qu'il y a sur la mesure. Et ce bruit, il est toujours plus ou moins présent. Il provient de parasites qui viennent de la fréquence d'alimentation, le 50 Hz. Ça peut provenir de vibrations qu'il y a sur la machine. Donc, il y a toujours des parasites sur une mesure analogique. D'ailleurs, si vous regardez une mesure analogique, elle n'arrête pas de changer. La valeur numérique n'arrête pas de changer et il y a des petites oscillations sur, je vais dire, la mesure lissée, on va dire. Alors, le souci de la dérivée, c'est qu'il va venir amplifier ces bruits, les amplifier et les répercuter sur la sortie. Donc, si on a une mesure qui est parasitée comme celle-ci, eh bien, ça va se répercuter avec amplification sur la sortie du régulateur. Donc, on peut imaginer que la chaîne qui est derrière va aussi subir toutes ces petites oscillations. Donc là, j'ai commencé par donner la conclusion, mais on va voir comment ça se fait que la dérivée amplifie le bruit présent sur les mesures analogiques. Donc, voici un petit exercice que je vous propose pour illustrer cet aspect, justifier la nécessité du filtre. Examinons la réponse à une erreur constante parasitée avec puissant filtre. Donc, à l'entrée d'un régulateur proportionnel dérivé sans filtre de dérivée, on applique un échelon d'erreur, donc une erreur constante d'amplitude 10, auquel on ajoute un bruit sinusoïdal d'amplitude négligeable, donc 1 centième, et de pulsation 30 radians par seconde. Qu'est-ce qu'on remarque sur le signal de sortie du régulateur et pourquoi? Donc on a une erreur constante de 10 et on a, pour simuler un parasite, si vous voulez, on a ajouté, donc l'erreur constante de 10 elle est là, et pour simuler le parasite, on a ajouté ici un bloc sinusoïde dont l'amplitude est très faible. 1 centième par rapport à 10, on a un rapport de 1000, donc on pourrait dire que ce parasite, il est de faible amplitude, mais vous allez voir que la dérivée vient malheureusement amplifier ce signal sinusoïdal. Alors, passons sur Scilab et regardons ce que ça donne. Donc, je vais fermer les fenêtres précédentes. Donc, ce fichier-là, on n'en a plus besoin. Voici le fichier Scilab que je vous invite à reproduire chez vous. Donc ça comprend en fait un régulateur proportionnel, dérivé, donc proportionnel, dérivé, mixte, puisque le proportionnel vient aussi jouer sur la dérivée. On a ici mis un échelon de 10 unités. Et ici, on a mis un bloc de générateur de signal sinusoïdal d'amplitude faible, 1 centième, et de fréquence, en réalité c'est la pulsation, ce ne sont pas des hertz, ce sont des radians par seconde, donc 30. Même chose ici évidemment, pour pouvoir comparer des choses, il faut absolument mettre un signal sinusoïdal. Vous voyez que ici la différence, c'est qu'on a rajouté un filtre avec une constante de temps d'une demi-seconde. Donc le filtre 1 sur 1 plus tau p, tandis qu'ici on a juste la dérivée sans filtre. Si on lance la simulation, on voit très nettement que
si on ne met pas de filtre, on a le bruit qui est amplifié avec un signal de sortie qui subit une sinusoïde très très franche. Donc vous imaginez que le préactionneur qui est là derrière, il va subir aussi toutes ces variations. Donc c'est évidemment très néfaste pour la régulation et aussi pour la mécanique des préactionneurs et actionneurs, d'avoir un signal qui est ainsi qui subit autant d'oscillations. Vous voyez que grâce au filtre ici, les oscillations, elles sont très très limitées, elles sont infimes. Elles proviennent en fait de K fois le signal d'entrée, puisqu'on a la correction dérivée, mais on a aussi K fois l'erreur qui vient de la correction proportionnelle. Donc en fait ici, tout vient de K fois l'erreur de la correction proportionnelle, tandis qu'ici, cette amplification, elle vient de la dérivée. Donc là, on a constaté qu'effectivement, une correction dérivée sans filtre, elle amplifie le bruit. Et vous pouvez aussi encore remarquer des effets plus importants. Il suffit d'augmenter le K ici. Vous pouvez augmenter la dérivée ici. Vous aurez une amplification qui va être encore plus grande. Encore plus grande si vous augmentez la fréquence. Si vous augmentez le 30 ici, vous aurez des oscillations qui sont encore d'autant plus grandes. Donc, ici de nouveau, on l'a constaté. Maintenant, on va l'expliquer de façon mathématique. Donc, voici en tout cas la partie de rapport qu'on pourrait mettre dans le cours. Voici l'explication mathématique. Donc, l'erreur, si on donne son expression mathématique, c'est 10, la constante, plus une sinusoïde, donc le parasite, parce qu'on a voulu simuler un parasite, d'une amplitude d'un centième fois le sinus de oméga t, donc 30 fois t. Donc voilà le signal d'erreur. Si j'applique l'algorithme de correction d'un proportionnel dérivé mixte, eh bien je dois multiplier ça par k et en faire la dérivée. Alors je vous rappelle que la dérivée d'un sinus c'est cosinus et qu'il faut encore multiplier par le coefficient de t. Donc voici l'expression calculée. Ce qui est important, et c'est là l'explication, c'est que vous allez multiplier le coefficient ici par 30, qui est la pulsation ici. Donc l'amplitude de départ de 1 centième, vous la multipliez par 30 unités. Et c'est là qu'est l'amplification en fait. Donc vous avez maintenant un signal qui est de 10 plus 3 dixièmes au lieu de 1 centième au départ. On voit que maintenant on a ici 0,3. Donc on a bien amplifié, et pas qu'un peu, de 30 unités. Et encore, on n'a qu'un TD de 1 seconde et un gain de 1. Vous imaginez si on augmente TD, on augmente le gain, on va avoir ici une amplification qui sera très importante. Donc, voilà l'explication mathématique du fait que la dérivée amplifie le bruit. Et évidemment, c'est un problème qu'il faut solutionner. Donc, comme conclusion importante et que le technicien doit retenir, c'est que si on a du bruit sur une mesure, la dérivée va venir apporter une très mauvaise correction qui va être oscillatoire, avec son amplitude qui dépend de l'amplitude du signal d'erreur, du gain et de la dérivée. Et on reconnaît très facilement ce souci si vous avez des mesures, des diagrammes de réponse qui ressemblent à ça, avec toute une série de petits segments et de petites ondulations. Ça, c'est caractéristique d'une dérivée qui est mauvaise, d'une correction dérivée qui vient compliquer les choses plutôt que les améliorer. Et donc à ce moment-là, eh bien, vous pouvez identifier le souci. Donc on a une amplification du bruit et on a un TD et ou, parce que vous pouvez avoir un TD qui est trop grand. Et donc on a une réponse qui est celle-ci. Et évidemment, on ne peut pas laisser ça comme ça. Alors, on a vu que lorsque on applique le filtre, on n'a plus cette amplification de 30, on n'a même plus d'amplification du tout, on retrouve simplement le bruit en sortie, il est en entrée donc forcément on le trouve en sortie, si on ne fait rien. Donc voici
le graphique à mettre dans votre cours. Donc le out du régulateur avec une correction proportionnelle dérivée, mais cette fois-ci avec un filtre. Ce qui explique en fait que vous ne retrouvez pas d'amplification, c'est que on connaît bien la réponse temporelle d'un premier ordre, c'est 1 moins l'exponentielle de moins t sur tau. Et donc il faut un certain temps pour arriver à répercuter une pente. Mais comme on a des oscillations qui sont de périodes assez brèves, on n'a pas le temps de les répercuter. Et donc c'est pour ça que vous ne les retrouvez pas sur la sortie. Donc voilà l'explication mathématique de pourquoi un filtre du premier ordre ne répercute pas des oscillations qui ne durent pas longtemps, puisqu'on avait quand même une pulsation de 30 radians par seconde, donc ça veut dire que les oscillations, elles sont rapides. Donc, avec un filtre d'une demi-seconde, eh bien, on n'arrive pas à répercuter, et c'est ce qu'on veut faire, on n'arrive pas à répercuter ces petites oscillations sur la sortie. Donc voilà pour ce bruit et son impact sur la dérivée. Maintenant, parlons encore d'une caractéristique spécifique à la dérivée. Donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses à savoir sur la dérivée. Donc vous commencez à comprendre pourquoi la dérivée, souvent, on préfère l'oublier dans l'industrie parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de problèmes qui peuvent survenir. En voici encore un autre. Alors, quel est le problème lié au changement de consigne et à l'utilisation de la dérivée? Quelles solutions les constructeurs mettent-ils à disposition? Donc voici un exemple de régulation. Vous voyez que dans un premier temps, jusque T1, tout va bien, PV est égal à SP. Et on a un signal de sortie du régulateur qui est la mémoire de l'intégrale. Je vous rappelle que lorsque PV atteint SP, la seule correction qui subsiste, c'est la mémoire de l'intégrale. La dérivée est nulle, dérivée d'une constante, c'est 0, et la proportionnelle, puisque l'erreur est nulle, la proportionnelle vaut 0 également. À un moment donné, ce qui se passe, c'est que l'opérateur change la consigne. Il applique un échelon de consigne, et donc le PV, eh bien, il y a un petit retard ici, puis PV commence à monter. La suite, ça ne nous intéresse pas, c'est pas ça qui nous intéresse dans cette explication de dériver sur l'erreur, dériver sur la mesure. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer au moment de l'échelon. Alors, regardons d'abord ce que fait l'erreur. L'erreur, elle est d'abord nulle, jusque T1. Ensuite, et ça c'est très important, c'est qu'on va avoir un échelon d'erreur. PV ne peut pas suivre la consigne. PV, c'est une mesure physique, donc une grandeur physique, ça ne peut pas évoluer de manière instantanée. Vous ne pouvez pas passer de 18 degrés à 20 degrés instantanément. Donc, l'erreur, elle subit aussi un échelon. Ensuite, eh bien ici on a une constante et après l'erreur commence à décroître. Mais ce qui se passe ici, c'est qu'on a un échelon. Et on sait que la correction dérivée, elle applique donc la dérivée de l'erreur. La dérivée d'un échelon, ça vaut l'infini, de valeur très très grande. Ce qui fait que si vous appliquez un échelon de consigne, que va faire la correction dérivée? Eh bien, elle va venir taper à fond 100% de correction. Pourquoi? Parce que la pente d'une verticale, c'est l'infini. Donc la correction dérivée va réagir très violemment en mettant le régulateur à fond pendant un certain temps, qui dépend aussi en fait de la constante de temps du filtre. Alors, deux possibilités. Soit vous avez fait un changement de consigne assez important. Donc par exemple, vous êtes passé de 15 degrés à 23 degrés. Vous êtes passé de 0 litres par heure à 50 ou 500 litres par heure. Donc là, vous faites un échelon de consigne très important. Et là, vous avez toutes les chances que, à elle seule, la correction proportionnelle, elle sature le régulateur. Puisque si vous avez une erreur grande, k fois l'erreur, vous pouvez arriver facilement au 100%. Donc souvent, quand on démarre une régulation en partant de 0, on va dire, la correction proportionnelle, à elle seule, elle sature le régulateur. Donc à ce moment-là, le fait que la dérivée la sature aussi, on ne va pas voir la différence, ça n'aura aucun impact. Par contre, si vous faites un tout petit échelon
de consigne. Par exemple, vous êtes régulation de température de votre salon, vous passez de 20 degrés à 20,2 degrés, donc un échelon de faible amplitude. C'est un échelon de faible amplitude, d'accord, mais c'est quand même un échelon. Donc vous aurez quand même ici une pente infinie, et le régulateur, il va venir taper à fond pendant un moment. Et là, par contre, c'est à voir si c'est intéressant, parce que avoir des à-coups comme ça sur la sortie du régulateur, même pour de faibles variations de consignes, quelque part ça va faire en sorte que l'erreur va être vite rattrapée, mais ça peut aussi au niveau mécanique être préjudiciable. Donc à savoir que lorsqu'on pratique un changement de consigne, on a la dérivée qui va venir se saturer la sortie du régulateur. Donc vous voyez, encore une chose à savoir sur cette dérivée. Alors bien sûr, il y a encore moyen de solutionner cela. Donc, voici les explications que vous pouvez noter dans votre rapport. Et voici une des solutions. Donc, on a dit que la dérivée d'un échelon, ça donnait une valeur infinie. C'est ce qui expliquait cette saturation du régulateur, cet à-coup brutal, même pour un changement de consigne faible. Une solution, c'est d'appliquer la correction dérivée non pas sur l'erreur, mais sur la mesure. De cette façon-là, on n'a que l'effet voulu. Quand on a une variation de la mesure, la correction dérivée, elle vient agir. Si par exemple la température commence à chuter dû au fait qu'on a ouvert une fenêtre, la correction dérivée va agir. Maintenant, si vous changez la consigne, peut-être vous ne souhaitez pas que la correction dérivée agisse. À ce moment-là, vous pouvez demander d'appliquer la correction non pas sur l'erreur, mais sur PV. Alors regardez, si je regarde de nouveau la documentation des automates Allen-Bradley au niveau de leur bloc de régulation, vous voyez que ce qui attaque en fait la fonction de transfert de la dérivée, ce n'est pas l'erreur, c'est la mesure. Donc par défaut, et vous ne pouvez même pas le changer en fait sur les automates Allen-Bradley, la dérivée n'est pas appliquée sur l'erreur, mais elle est appliquée sur la PV. Donc, lorsque vous appliquez une dérivée sur l'erreur, vous aurez une correction dérivée qui réagit à des changements de PV, mais aussi de SP, ce qui n'est pas forcément ce que vous souhaitez. Par contre, si vous appliquez la dérivée sur PV, la correction elle réagit uniquement à des changements de PV. Donc le PV, lui, il ne peut pas subir un échelon, une grandeur physique, ça ne peut pas passer de 18 à 20 degrés immédiatement. Donc voilà pourquoi vous n'aurez pas ce problème de saturation de la correction dérivée lorsque vous appliquez la dérivée, non pas sur l'erreur, mais sur PV. Un PV, il ne peut faire que modifier progressivement et pas instantanément. Donc voilà encore une chose à savoir sur la dérivée et comment on peut l'éviter. Alors il y a d'autres constructeurs, par exemple chez Siemens, la dérivée se fait sur l'erreur et non pas sur la process value. Mais vous pouvez choisir à un moment donné d'appliquer la dérivée ou pas. Vous pouvez choisir d'activer la correction dérivée à certains moments. Donc là, vous pouvez de nouveau solutionner votre problème si vous en avez un. Voici encore un autre exemple de documentation technique sur les régulateurs Eurotherm. Donc vous voyez que le dérivé type, donc c'est la configuration à réaliser pour la dérivée, donc ce sont des paramètres à rentrer dans le régulateur. Là vous pouvez choisir, chez Allen-Bradley vous ne pouvez pas choisir, la dérivée se fait sur le PV. Par contre chez Eurotherm vous pouvez choisir d'appliquer la dérivée sur le PV ou bien sur l'erreur. Si vous ne faites rien, par défaut, vous voyez que la dérivée elle sera appliquée sur la mesure. Donc voilà ces fonctions de transfert sur les régulateurs et beaucoup d'informations sur la dérivée.